Bonjour, bonsoir. À cette heure, on ne sait plus trop. Bonjour. Bonsoir. Alors, bienvenue donc à ce grand entretien avec Éric Chacour. Je suis Christiane Vadnet. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous pour la prochaine heure afin de discuter de l'auteur de ce roman phénomène. Je pense qu'on peut le qualifier comme ça, Ce que je sais de toi. Alors, bienvenue, Éric. Merci Christiane, merci à la Maison de la Littérature et puis merci à vous. C'est quand même chouette de voir une salle remplie comme ça, un soir d'hiver pour parler de livres, c'est quand même merveilleux. Donc merci d'avoir fait le déplacement, c'est toujours une émotion. Et oui, c'est toujours une émotion malgré que quand même on voyage et on voyage à travers le monde pour parler de ce livre. Je vous présente donc Éric brièvement. Il est né à Montréal de parents égyptiens. Il a partagé sa vie entre la France et le Québec, diplômé en économie appliquée et en relations internationales. Il travaille aujourd'hui dans le secteur financier, dont il prend quand même une certaine pause, si j'ai bien compris. Ce que je sais de toi, donc le premier roman a été paru chez Alto au Québec et aux éditions Philippe Rey en France. Il a été traduit à peu près en une quinzaine de langues jusqu'à maintenant, ou en tout cas en cours de traduction. Il a été primé ou nommé à des distinctions plusieurs dizaines de fois. Je crois qu'on m'a dit 70 aux dernières nouvelles, enfin quelque chose comme ça. Donc, il a remporté le prix des 5 continents, le prix France-Québec, le prix des libraires en France, qui est une première depuis Anne Hébert pour un Québécois. Et il a notamment fait partie de la deuxième sélection des prix Renaudot et Femina. Donc, je vais vous épargner la liste des 70 distinctions. Pour vous dire que c'est un immense succès avec plus de 110 000 exemplaires vendus selon les chiffres que l'on trouve sur Internet. Tout d'abord, on va parler quand même, on va plonger dans ce livre-là, dans cette proposition qui est parue en 2023. Alors, ce que je sais de toi, c'est d'abord l'histoire de Tarek, un médecin du Caire, qui, dans les années 80, tombe amoureux d'un jeune homme rencontré dans un quartier pauvre où il a lancé un dispensaire. C'est une histoire qui est d'abord rédigée au-dessus par un mystérieux narrateur dont la deuxième partie nous révèle l'identité. Revenons à la source. Éric, vous avez dit à certains endroits vouloir écrire une histoire d'amour, ailleurs que c'était d'abord une histoire d'absence. Est-ce que vous vous rappelez de la toute première étincelle ou de la toute première image du moment fondateur de ce livre? Elle est compliquée, la question des intentions, hein. Moi, c'est une question qu'on me pose souvent et puis j'ai toujours du mal. Alors parfois, les journalistes formulent des très belles choses et je me dis, tiens, c'était peut-être ça l'intention. C'est si bien dit. D'aussi loin que je me souvienne, je crois qu'il y avait deux intentions. Il y avait la volonté de faire quelque chose qui se passerait dans l'Égypte de mes parents, qui est une Égypte. Alors moi, je suis allé une quinzaine de fois en Égypte dans ma vie, mais l'Égypte que je raconte est assez différente de celle que je vois quand j'y vais. Et moi, j'ai rêvé avec ces récits-là de mes parents, ma mère qui me racontait qu'elle allait au club de sport écouter des vinyles de Françoise Hardy, de France Gall, de Claude François. Puis je me disais, c'est fou quand même. À cette époque, on entendait la même chose au Caire, au Québec, en France, en Belgique, les mêmes chanteurs qui passaient. Puis j'ai rêvé un petit peu de cette Égypte. Donc je crois qu'une des intentions était celle-ci, parler un peu de cette Égypte-là. Et l'autre intention, vous l'avez dit, c'est vraiment la question de l'histoire d'amour. Moi, j'avais envie de raconter mon Roméo et Juliette au masculin qui se passerait donc dans cette Égypte-là. Oui, et d'ailleurs, vous dites Roméo et Juliette, le parallèle est très, évident quand on va dans l'histoire, mais ça m'a beaucoup fait penser à Poussière sur la ville d'André Langevin aussi. Est-ce que vous avez déjà... C'est comme un vieux roman québécois qui raconte aussi une histoire d'infidélité, enfin, bon, bref. Là, on commence à toucher du doigt mon inculture littéraire parce que la vérité, c'est que je ne suis pas un très, très grand lecteur, donc il y a beaucoup de choses qui m'échappent, mais il y a beaucoup de formes d'art qui m'inspirent, notamment le théâtre et Roméo et Juliette. Alors, c'est drôle, Roméo et Juliette, parce que souvent, quand je dis ça, les gens se disent oui, c'est une histoire d'amour, donc ils citent Roméo et Juliette, mais en fait, ça va bien au-delà. Je crois que c'est vraiment au niveau de la construction. Puis c'est compliqué d'en parler sans trop divulgacher, donc je vais pas trop en dire ce soir, mais il y a quelque chose dans la manière qu'a eu Shakespeare de construire sa pièce qui m'a beaucoup inspiré dans l'écriture de Ce que je sais de toi. Ben oui, on y reviendra à cette structure-là quand même qui est importante. Mais bon, vous mentionniez le désir de parler de l'Égypte tout d'abord. Alors, ce récit se déroule dans le contexte aussi d'une espèce de prise de conscience nationale
arabe en Égypte, mais vos personnages sont francophones, catholiques, ils sont de la minorité qu'on appelle Shawam, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de cette réalité-là des minorités qui sont représentées dans le livre? Alors, ils ne sont pas catholiques, mais ils sont chrétiens. En fait, c'est une minorité de chrétiens d'Orient. C'était des gens qui venaient de Syrie, du Liban, parfois de Jordanie ou de Palestine, et qui étaient très francophiles, comme vous l'avez dit, qui parlaient souvent le français avant de parler l'arabe. Moi, mes parents ont appris l'arabe un peu plus tard, mais ils parlaient français d'abord. Et c'était des gens qui étaient très influents en Égypte à cette époque-là, qui étaient venus en Égypte depuis la fin du 19e siècle à peu près, et qui occupaient pas mal de postes à responsabilité dans les douanes, dans le coton, dans la presse, dans toute l'industrie culturelle en général, et qui vivaient un petit peu en vase clos comme ça, qui se fréquentaient dans les églises, chez les uns, chez les autres, qui se fréquentaient beaucoup. Et en fait, c'est drôle parce que moi, j'ai vraiment grandi avec les amis de mes parents qui venaient de cette communauté-là, qui sont partis en grande partie à l'époque des nationalisations de Nasser. Et je ne comprenais pas pourquoi, quand j'allais en Égypte, l'Égyptien moyen que j'ai rencontré n'était pas du tout comme l'ami moyen de mes parents que je pouvais rencontrer. C'était des gens qui étaient très, très différents. Puis je les cherchais. Moi, ces francophones qui étaient très tournés vers l'Occident, qui avaient une vision peut-être un petit peu différente, je ne les trouvais pas forcément. Et j'ai mis longtemps à recoller un peu les morceaux, puis comprendre cette histoire-là. Qu'en fait, l'Égypte que j'avais envie de raconter, ce n'était pas forcément représentatif de toute l'Égypte de cette époque, mais vraiment de cette communauté-là, qui était une communauté assez particulière et qui existe beaucoup moins qu'elle n'a existé en ce moment en Égypte, et qui est sûrement beaucoup plus intégrée qu'elle ne l'était à l'époque aussi au reste de la population. Il y a une question que je me suis posée en lisant le livre. Est-ce qu'il y a même... on vivait en français jusqu'à un certain point à cette époque-là en Égypte? Est-ce que c'était francophone à ce point? Oui, mais encore, c'était vraiment des gens qui vivaient en vase clos. Donc, moi, la tante de mon père, moi, je ne parle pas arabe, mais il suffit de l'entendre 30 secondes parler arabe pour voir qu'elle parle vraiment très mal arabe, alors qu'elle a toujours vécu là-bas, qu'elle est née là-bas, mais elle avait son espèce d'accent de Khawageg, son accent d'étrangère, qui, voilà, même moi, mon oreille était choquée de l'entendre. C'était des gens qui ont beaucoup vécu au sein de cette communauté, en se fréquentant les uns les autres. Et c'était des gens qui fréquentaient aussi beaucoup les Européens qui habitaient là-bas. Pas que les Européens, mais beaucoup de personnes qui venaient de Grèce, d'Italie, d'Arménie parfois, la communauté juive aussi. Voilà, ils formaient une sorte de petite élite culturelle et ils allaient souvent dans des écoles qui étaient des écoles religieuses, avec des religieuses qui pouvaient venir de Belgique, de France, comme c'était le cas pour ma mère, par exemple. Et donc, ils ont tranquillement, en fait, quitté, en général, l'Égypte, mais pas de façon, en tout cas, ce qu'on sent dans le livre, c'est pas de façon nécessairement carrée ou très rapide. Ça a été un peu des vagues de migration progressive à travers le temps. Non, c'était quand même assez concentré sur une certaine époque qui était les nationalisations de Nasser. En fait, c'était des gens qui... Suite aux alors les nationalisations, c'est quoi? C'est un jour vous arrivez à votre entreprise et puis on vous explique que vous n'êtes plus le chef de l'entreprise et le chef de l'entreprise, c'est un général de l'armée qui a été nommé pour prendre voilà, un général d'armée qui connaît forcément rien au secteur d'activité où vous travaillez, puis les biens sont mis sous séquestre, etc. Alors on ne vous pousse pas à la porte, vous avez le droit de rester dans le pays, mais on vous fait quand même comprendre que... Donc beaucoup sont partis à cette époque-là, tous ceux qui avaient une entreprise. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle mon personnage est médecin, c'est qu'il me fallait un métier qui ne soit pas nationalisable. On ne va pas dire à un général d'armée de s'improviser médecin. Donc on peut nationaliser une entreprise de coton, mais on ne peut pas nationaliser une clinique de médecins et s'improviser soi-même médecin. Mais ça s'est fait quand même sur une période assez courte et beaucoup sont venus au Québec parce que justement c'était une des destinations qui s'ouvrait beaucoup à l'immigration et qui était francophone. Et donc, il y a énormément de personnes qui sont venues, surtout à Montréal, un peu à Québec et dans les autres villes du Québec, à cette époque-là.
Et puis, le fait d'écrire ce roman, est-ce que vous l'avez dit, c'était un désir aussi de parler de cette Égypte. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous a rapproché ou au contraire, vous avez senti la distance entre vous et une certaine époque ou ce pays d'origine? Comment ça a influencé votre rapport à l'identité? J'ai pas l'impression d'avoir eu besoin de faire beaucoup de recherches sur cet aspect-là. J'ai fait des recherches sur des aspects un peu plus historiques. Quand je parle de la guerre des 6 jours, je ne peux pas la faire démarrer un mercredi si elle démarre un jeudi. Donc il y a eu quand même quelques points d'histoire que j'ai dû vérifier. Mais le reste, j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi dans ça, avec ces interactions familiales-là, avec ces liens intracommunautaires que je connaissais un petit peu. Et ça m'a amusé de les faire... voilà, il y a des sacres de ma grand-mère que j'ai remis parfois dans le livre, des petites choses comme ça qui me raccrochaient un peu à cette époque. Après, c'est toujours une sorte de défi parce que, je ne sais pas, peut-être que vous dessinez un peu, non, je ne sais pas. Comme ça, pour moi. Je ne suis pas sûre que je montrerais ça à notre public. Bon, admettons que vous ayez des grands talents de dessinatrice et que, je ne sais pas, moi, je vous décris quelqu'un qui est rentré à la Maison de la Littérature il y a 15 minutes. Et je vous la décris vraiment super précisément et vous la dessinez de manière très très rigoureuse et tout. C'est pas dit qu'au moment de me retourner le dessin, je vais vous dire c'est exactement cette personne-là. Ouais. Je vais peut-être vous dire je comprends, mais pas tout à fait. Et moi, l'Égypte, c'était un peu pareil. J'avais peur qu'on me dise ça. J'avais peur qu'on me dise oui, on comprend pourquoi tu l'as imaginé de cette manière-là, mais c'était pas tout à fait ça à l'ère du temps. Mm-hmm. Et ça, c'était une de mes grosses craintes en l'écrivant. Et je l'ai fait relire, avant de l'envoyer à Alto, je l'ai fait relire par mon parrain qui avait vécu en Égypte à cette époque. Et avec le cœur qui battait un peu, je me disais, est-ce qu'il va me dire que ça ne marche pas Et en fait, je pense que son retour, voilà, c'est une des choses qui m'a le plus rassuré. Puis ceux que j'ai pu recevoir par la suite quand le livre est sorti, qu'il a été publié, voilà, certains des plus beaux témoignages que j'ai reçus me viennent de cette communauté-là. C'est fou parce qu'en fait, c'est une exploration d'Égypte intérieure, mais qui est très correspondante finalement à l'Égypte qui a été connue. Parce que c'est aussi le principe d'écrire, je veux dire, votre roman, c'est un roman historique aussi. C'est aussi visiter d'une certaine façon un espace qu'on ne connaît pas non plus. Le fait de retourner dans le temps, donc, ouais, c'est beau. Oui, en même temps, je ne voulais pas quelque chose d'exotique. Je ne voulais pas... vous savez, il y a une scène de mariage, par exemple. La scène de mariage, j'avais pas envie de décrire un mariage à l'égyptienne. Je voulais pas commencer à raconter les changements de robe de la mariée, voilà ce qu'on mange et voilà ce qu'on boit, etc. Et en même temps, cette scène-là, je voulais la raconter. Je voulais pas faire une ellipse et 3 mois plus tard, on les retrouve, ils sont mariés. Non, je voulais quand même raconter cette scène. Et quand j'ai trouvé la manière de la raconter, c'est-à-dire de commencer par un dialogue entre un père et sa fille, et puis plus on avance, plus on comprend que c'est un père qui parle à sa fille, et on comprend que sa fille est sur le point de se marier, et puis ça permet aussi de passer quelques informations. Là, je me suis dit, c'est un truc qui est un peu plus universel, on peut tous se retrouver dedans. Mm-hmm. C'est beaucoup plus sympa que raconter les plats du mariage et puis la musique. Oui. C'est bien, vous faites un beau pont vers un autre thème qui est vraiment important dans le livre. Vous avez dit vouloir aussi écrire une histoire d'amour. Qu'est-ce qui vous attirait dans ce motif-là de la liaison interdite, qu'on creuse un peu ce rapport-là avec Roméo et Juliette, avec le fait d'avoir un amour interdit? Je ne sais pas, c'est peut-être un fantasme de gamin, mais j'avais envie de raconter ma grande histoire d'amour à moi. C'était un truc qui me tenait à cœur. Et c'est drôle parce que j'ai mis très longtemps à le dire. Je n'osais vraiment pas le dire. Et puis, assez vite, quand le roman est sorti en France, il a été nommé pour plein de prix que vous avez cités. Et c'était très impressionnant pour moi parce que je me retrouvais devant des journalistes littéraires qui me parlaient de mon livre et qui me disaient c'est une formidable plongée dans l'Égypte levantine. Est-ce que vous vouliez renouveler le roman levantin ? Jamais lu de roman levantin, mais je me disais peut-être finalement. Je le dis avec tant d'enthousiasme. Ou alors, c'est une grande saga familiale. Et puis, en fait, c'était très loin de mon intention de départ, mais je n'osais pas trop contredire les gens. Et puis, et je me retrouvais tout le temps dans des tables rondes sur l'identité, l'exil, l'identité. Alors, j'essayais de parler d'exil et d'identité, mais c'est pas comme si je me levais tous les matins avec des questions identitaires en me disant « Tiens, qui suis-je, où vais-je ?» Et un jour,
quand j'ai gagné le prix féminin des lycéens, il y a un journaliste qui est passé dans les rangs et qui a demandé aux jeunes qui avaient 15, 16, 17 ans, alors pourquoi est-ce que vous avez choisi ce roman-là comme votre roman de l'année? Et il y a un gamin qui a dit parce que c'est une incroyable ode à l'amour. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais moi c'est ça que je voulais écrire. J'ai jamais osé le dire, j'ai jamais osé le formuler comme ça, mais ce que ce gamin-là dit de manière aussi spontanée, c'est exactement ça l'intention que j'avais. Et donc, depuis ce jour-là, j'ai plus de facilité à le dire. Ouais. C'est intéressant parce que j'ai déjà suivi un cours de littérature donné par Sophie Letourneau à Québec, qui parlait... Sur le roman Levantin? Sur le roman d'amour et comment c'est un objet considéré comme un objet futile, en fait, l'histoire d'amour en général dans l'histoire littéraire. Puis c'est très intéressant ce que vous êtes en train de raconter là parce que c'est exactement ça, en fait. On cherche toujours autre chose dans un roman d'amour qu'un roman d'amour. Ben oui, je ne sais pas pourquoi on s'excuse de parler d'amour, alors que c'est quand même un sujet qui est assez chouette et qui a donné des œuvres assez immenses en littérature. Mais oui, c'est comme si ça ne pouvait pas se suffire à soi-même. Et même votre entrevue, on l'a commencé par l'histoire de l'Égypte. Moi, je veux bien répondre à l'histoire de l'Égypte. Oui, mais je m'excuse d'avoir commencé comme ça. C'est très bien. Puis je vous ai dit que c'était une de mes 2 intentions, donc ça en fait partie. Mais oui, je crois que raconter une histoire d'amour, c'était quelque chose qui, voilà, de la manière la plus innocente et la plus simple qui soit, qui me tenait vraiment à cœur. Puis est-ce que vous avez l'impression qu'il nous manque quelque chose dans les histoires d'amour qu'on a actuellement? On entend tellement aussi de réflexion socialement sur ce que c'est l'amour, quelle place ça occupe dans nos vies, qu'est-ce que c'est l'amour, je ne sais pas, au temps du patriarcat. Est-ce que vous avez l'impression dans votre traversée des livres d'amour, des histoires d'amour ou dans la façon d'écrire ça, qu'il y a quelque chose dans notre rapport à l'histoire d'amour qui est encore très... je sais pas, typé ou très réflexe? Je sais pas. J'ai pas écrit un livre à thèse. J'ai pas écrit quelque chose j'ai pas écrit un roman militant. C'est pas un roman qui revendique quelque chose. C'est pas un roman qui dénonce quelque chose. C'est pas un roman qui défend quelque chose. J'ai juste voulu raconter une histoire de cœur qui batte. Un truc où j'avais envie que le lecteur ou la lectrice me suive dans cette voiture-là et espère au moins autant que le personnage principal le baiser qui allait suivre. Juste ça. C'était important pour moi. Et donc, j'ai pas essayé de théoriser vraiment ça ou de refondre la place de chacun dans un rapport, dans une histoire d'amour. J'avais juste envie de raconter ce Roméo et Juliette au masculin dont on parlait. Oui, mais c'est quand même important que ce soit au masculin. Et dans une entrevue au Devoir, vous avez dit « On a parfois l'impression que l'homosexualité n'existe pas dans ces pays, donc dans les pays où c'est interdit. Il n'y a rien de plus ridicule que ça. » Est-ce que vous pouvez nous faire part un peu de la situation des personnes de la communauté LGBTQ+, en ce moment, en Égypte ou dans certains pays que vous regroupez dans ces pays-là? C'est drôle parce que la toute première entrevue à vie que j'ai eue sur ce roman, c'était pour le magazine Fugue, qui est un gratuit LGBTQ+. Et alors j'étais super fier d'avoir mon entrevue. En plus, il y avait une très jolie phrase qui avait été mise par le journaliste, qui a été reprise souvent par les versions traduites du roman. Et je me souviens que 5-6 pages plus loin, il y avait un article sur la communauté LGBTQ+, en Égypte et comment c'était difficile et comment il y avait des rafles de policiers qui étaient faites, des policiers qui allaient sur les applications et qui essayaient de trouver des homosexuels pour les mettre en prison, etc. Et je me souviens d'une espèce de sentiment très bizarre entre la fierté d'avoir un journal qui parle de ma petite histoire d'amour entre 2 hommes en Égypte et puis la dure et triste réalité plusieurs décennies après l'histoire que j'ai voulu raconter, qui montre que les choses restent extrêmement difficiles pour ceux qui veulent vivre leur identité et leur orientation sexuelle. Donc, ça reste quelque chose de difficile, mais oui, effectivement, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, c'est utilisé politiquement parce qu'on a envie de faire croire que c'est une perversion qui vient de l'Occident, je ne sais pas. Mais c'est complètement stupide. La plus vieille trace historique de l'homosexualité, elle se trouve en Égypte. Il y a un mastaba, une sépulture pharaonique qui raconte, comme c'était l'usage, en hiéroglyphes tout autour,
la vie des personnes qui avaient vécu, quelle avait été la vie des personnes. Puis c'était un couple de 2 hommes qui travaillait, je crois, aux manucures du pharaon, ce que je trouve très, très drôle. Et où il était dit qu'ils s'étaient connus, qu'ils s'étaient aimés, qu'ils avaient vécu. Donc, essayer de faire croire que ces choses-là n'existent pas, c'est complètement ridicule. Ça existe, et à partir du moment où ça existe, je me donne le droit de le raconter. Et encore une fois, en le racontant, je ne suis pas là en train de défendre quoi que ce soit, ou de promouvoir, je raconte ce qui est. Et je ne comprends même pas qu'on puisse se poser la question d'avoir ou pas le droit de raconter quelque chose qui existe. Dans mon roman, il est question d'homosexualité, il est aussi question de troubles alimentaires, il est aussi question d'abandon parental, il est aussi question de plein de choses, d'infidélité. Bon, c'est ni la promotion ni la dénonciation de quoi que ce soit, ce sont des choses qui existent et dont je parle. Et très bien, et très bien. Parlons un peu de Tarek, votre personnage principal. C'est un personnage qui est quand même étonnant par sa passivité jusqu'à un certain point. Il se laisse quand même pas mal bercer par les événements. Il devient médecin pour plaire à son père. D'une certaine façon, même dans ses rapports de séduction, il se laisse souvent séduire. Pour vous, dans votre vision de ce personnage-là, qu'est-ce qui l'empêche de poursuivre sa quête propre, finalement? Tarek, c'est un personnage qui ne se pose pas beaucoup de questions. Il avait une vie qui était écrite d'avance pour lui, une vie qui allait être très confortable, parce qu'il allait faire le même métier que son père, parce qu'il allait avoir pour amis les enfants des amis de ses parents, parce qu'il aurait peu ou prou la même place dans la communauté que celle qu'avaient ses parents. Et donc, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a eu cette espèce d'illusion que peut-être, sans jamais prendre de décision et se poser de questions, une vie confortable pourrait se dérouler devant lui. Et puis à un moment, il a vu une étincelle qui a fait dérailler cette espèce de partition qui avait déjà été écrite et qu'il n'avait qu'à exécuter. Moi, j'avais envie d'un personnage qui se laisse un petit peu guider, qui ne se pose pas tant de questions que ça, qui n'est pas malheureux, parce que ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de le rendre extrêmement malheureux dans son couple, dans sa vie, qui n'ait pas fait un mariage d'amour, etc. Ça aurait rendu plus facile l'introduction d'un élément perturbateur. Or, ce n'est pas le cas. Mon personnage, il a fait un mariage d'amour, il était heureux. C'est simplement qu'à un moment, il a vu cette étincelle. Puis c'est drôle parce que, en répondant, je me souvenais d'une fois où, dans une librairie en France, on faisait une présentation un peu comme ça, et une dame est venue me voir à la fin, au moment des dédicaces, et m'a dit j'ai adoré votre roman. Alors, on est humain, tu vois, mais je me suis dit c'est sympathique, je vais avoir des compliments pendant 30 secondes, c'est chouette. J'ai dit ah bon, pourquoi? Elle me dit surtout le personnage de Tarek. J'ai dit ah bon? Elle me dit oui, parce que il est médecin. Et il n'a pas choisi d'être médecin. J'ai dit, c'est vraiment ça que vous avez préféré dans mon roman? Elle me dit, oui, parce que moi aussi, j'ai fait médecine, et puis toutes mes amies me disent, toi, médecine, c'est un métier du cœur, forcément tu l'as choisi, alors que pas du tout. Et je ne savais pas quoi dire à cette dame. Et elle me dit, d'ailleurs, j'avais une question à vous poser. Est-ce que c'était obligé que tout se passe mal dans la vie de Tarek? Et alors là, moi qui n'étais déjà pas écrivain il y a 1 an, il a fallu que je sois psy Non, parce qu'il y avait quand même une certaine charge personnelle dans le truc. Je ne pouvais pas raconter n'importe quoi. Donc j'ai réfléchi. Je lui ai dit non, c'était pas obligé que tout se passe mal dans la vie de Tarek. Me regarder comme ça un peu suspicieuse. Ça aurait pu même très très bien se passer. Ça aurait fait un roman médiocre, mais ça aurait pu très bien se passer. Elle me dit je suis rassurée, puis elle est partie avec son livre. Mais ça dit quelque chose de comment on se relie avec, comment on relie avec un roman, enfin, parfois par un pas de côté. Oui, et puis je pense que de façon générale, en littérature, puis dans l'art de façon plus globale, on se relie toujours à ce qui nous ressemble un peu. Oui. Moi, les gens qui me racontent mon roman, je ne sais pas pourquoi vous faites ça d'ailleurs, c'est très bizarre. Dans les salles,
dans les salons du livre, les gens qui viennent et qui me racontent mon roman. Mais tout. Et là, il va tomber amoureux. Je dis, ah bon? Il va partir à Montréal. Et parfois, le roman qu'on me raconte n'est pas tout à fait le roman que j'ai écrit. Non, c'est vrai. Mais c'est pas grave, parce que c'est le roman qui a plu à la personne en face, puis si ça lui a plu, ben c'est le roman que j'aurais voulu écrire. Je crois que chacun le perçoit à partir de son propre prisme, et puis c'est bien normal, à partir de sa propre vie, à partir de... Et c'est pour ça que moi je suis touché de voir qu'il a su émouvoir des gens, peut-être au-delà de ce que j'aurais pu penser en termes de public. Mais oui, vous nous aviez bien fait rire. J'en perds mes mots. Mais en fait, vous avez parlé un peu du fait qu'on a ramené ce livre-là à une saga familiale. Justement, vous le voyez comme une histoire d'amour. Moi, je le vois comme une histoire familiale. En fait, où le déterminisme familial est extrêmement présent quand même. On sent, tu sais, les personnages ont beaucoup d'attentes les uns par rapport aux autres dans une famille. Est-ce que, d'une certaine façon, en fait, on a l'impression à la lecture de ce roman qu'on peut jamais échapper à la famille? Est-ce que c'est quelque chose qui était présent dans votre tête dans l'écriture ou qui était là comme une, je sais pas, intentionnellement, ou ça a découlé de cette histoire? Il y a plusieurs choses. Alors, je pense que la vie de Tarek est une sorte de suite de conditionnements. Le conditionnement familial en est un. Il y a aussi le conditionnement de la communauté. Il y a aussi le conditionnement du pays de façon plus générale. Et donc, Tarek essaye de se mouvoir dans cette espèce de suite de conditionnements. La famille en est un. Et moi, je ne sais pas faire des romans avec... alors peut-être qu'un jour je saurai le faire, mais en tout cas pour mon premier, ça me faisait un peu peur de faire quelque chose, ce genre de roman choral où on a tout un tas de personnages qui viennent, qui interviennent, qui interagissent, etc. On parlait un petit peu du théâtre avec Roméo et Juliette. Moi, quand j'écris, je pense un peu au théâtre, avec un truc qui a une unité de lieu. Il n'y a pas beaucoup de lieux dans mon roman. Et puis aussi un nombre de personnages qui sont restreints. Et ça m'amuse d'essayer de voir un petit peu les interactions entre ces personnages. Parce que ça, c'est quelque chose qui... la question de la narration, là on parlait un petit peu de la narration qui était à la seconde personne. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, d'essayer de donner à voir quelqu'un un peu de biais. Pas frontalement, pas en étant nécessairement dans sa tête. En ayant un regard qui est un petit peu de biais comme ça. Je trouve que ça peut dire beaucoup de choses. Et de façon générale, et c'est peut-être pour ça aussi que vous me racontez des histoires qui ne sont pas tout à fait celles que je pense avoir écrites, mais de façon générale, j'aime bien vous laisser faire le travail, en fait. Ne pas vous imposer d'émotions, ne pas... Le personnage de Mira, qui est une femme trompée, j'aurais pu la faire en train de pleurer sur son lit, en appelant sa meilleure amie, en disant « Oh mon Dieu, ma vie est trop difficile, mon mari m'a quitté, en plus pour un homme. » Et là, elle aurait été en train de pleurer, puis vous auriez tous compris qu'à ce moment-là, il fallait être en empathie avec elle, parce qu'elle avait de la douleur, et qu'effectivement, ce qui lui arrivait n'était pas légitime. Mais moi, je préfère infiniment la faire marcher dans un couloir, tomber sur une photo de son mariage et puis simplement décrire le geste de la main qui retourne la photo pour plus la voir. Parce que fondamentalement, Christiane, ça veut dire la même chose. Ça veut dire strictement la même chose. Sauf que dans le deuxième cas, c'est vous qui faites le travail de vous dire mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, elle ne veut pas voir cette photo? Qu'est-ce que ça traduit de ce qu'elle est en train de vivre? Et voilà, j'aime pas imposer trop de choses au lecteur ou à la lectrice. Je préfère leur faire le travail et puis ça marche ou pas, mais voilà. Et cette structure, justement, qui passe du tu au je, est-ce que c'était aussi dans cette optique-là un peu théâtrale? Parce que, de ce que je comprends, vous avez toujours voulu présenter les personnages d'une certaine façon de l'extérieur, mais à travers une voix incarnée aussi. Ça, c'était... Un jour, quelqu'un sur Internet a dit, en parlant du roman, « Ah, ça ressemble à un roman policier écrit en poésie. » Et j'ai adoré ça parce que, très objectivement, c'est pas un roman policier et c'est pas de la poésie. Mais il y a peut-être quelque chose un peu de l'intention de ces deux genres derrière mon écriture. Et notamment sur la question du roman policier, moi j'aime bien les trucs où
on se pose des questions, voilà, les bons vieux Agatha Christie où on essaye de savoir qui est le criminel, etc. Et il y avait un petit peu ça avec la narration. Il y avait un petit peu cette volonté de faire mener une enquête. Alors en fait, il y a deux types de lecteurs ou de lectrices. Il y a ceux qui, au premier tutoiement, essayent de savoir qui peut être le narrateur ou la narratrice de cette histoire. Et il y a ceux qui l'oublient complètement. Et c'est un peu l'effet que je voulais créer. Le truc un peu bizarre, là, j'ai pas l'habitude qu'on s'adresse à moi avec un tu, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et puis qui finissent par s'endormir un peu, en se disant, oh, c'est la petite musique de l'auteur, ce n'est qu'un parti pris littéraire, et que d'un coup ça vous revienne en pleine figure. Mais bien sûr, s'il y a un tu, c'est qu'il y a un jeu, s'il y a un jeu, c'est que c'est quelqu'un, alors est-ce que c'est quelqu'un que je connais, quelqu'un que je vais découvrir? J'avais envie de ça. Oui, et on parle de théâtre. Vous avez beaucoup la référence depuis tout à l'heure. Il y a plusieurs adaptations en cours du roman, dont un livre audio, moi, que j'ai écouté en préparation de cet entretien sur Radio-Canada, que vous lisez vous-même. Comment vous en êtes arrivé à faire ce choix de lire? Est-ce que c'était une volonté, une demande? Comme à peu près tout ce que je fais par inconscience. En fait, j'avais vraiment sous-estimé ce que ça demandait d'enregistrer un livre audio. Moi, je me disais, je vais juste lire mon livre, ça va être facile. Et c'était pas facile. En fait, c'est compliqué. Pas de bruit de bouche, pas de bruit de ventre, être concentré dans chacune des phrases, mettre l'intonation, ne pas manger ses mots. Je ne sais pas combien de dizaines d'heures on y a passé, mais les équipes de Radio-Can ont été vraiment super patientes avec moi. Et on avait envie de faire un cadeau aux Québécoises et aux Québécois. Parce qu'il y avait déjà un livre audio qui existait, qui était payant, qui était lu par un acteur. Et j'avais envie d'avoir quelque chose qui... C'est quand même un roman qui est né chez nous, qui est né aux éditions Alto, qui est une maison d'édition basée à Québec. J'avais envie de quelque chose qui puisse être offert gratuitement, comme ça, et sur lequel on pourrait y mettre du soin. Et donc on l'a fait, on a pris le parti de le faire enregistrer par moi, ce qui forcément demande beaucoup plus de temps que si ça avait été un acteur professionnel. Il y a des musiques qui ont été composées spécialement pour coller sur l'histoire par Kia Tabassian. C'est vraiment quelque chose, la réalisation a été faite avec beaucoup de finesse par Francis Legault. C'est vraiment une sorte d'objet qu'on a essayé de concevoir un peu comme un cadeau, puis qu'on a voulu lancer. Mais oui, ça a été fait avec beaucoup d'inconscience. C'est très réussi. Et c'est toujours... Ben oui, vous pouvez l'applaudir parce qu'il lit bien. Et puis la musique est superbe. Puis bon, enfin, c'est une des adaptations possibles. Ça nous amène dans une intimité aussi, d'être avec vous, avec votre voix. Mais là, il y a aussi en préparation une pièce de théâtre qui a été initiée par Olivier Artaud, le directeur du Théâtre du Trident à Québec, qui va être réalisée avec le Théâtre du CEP à Montréal et le Théâtre de la Colline en France, qui est dirigé par Wajdi Mouawad. Comment vous anticipez ça, le fait que votre histoire soit reprise par d'autres? Comment vous recevez ça? Comme un cadeau, avant toute chose, comme un cadeau, parce que quand un autre artiste a envie de s'emparer d'une œuvre et d'y mettre sa patte, son regard, c'est un cadeau immense, en fait. Je pense que, et c'est vrai pour le théâtre, c'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour toutes les formes d'adaptation, je pense que les adaptations les plus fidèles ne font pas nécessairement les meilleures œuvres. Donc je suis assez en confiance avec le talent d'Olivier Artaud, avec la chance qu'on a de pouvoir... C'est une collaboration entre le Théâtre du Trident, du CEP et le Théâtre de la Colline, Théâtre national en France. Je pense qu'on a vraiment le casting de rêve pour y arriver. Après, on est vraiment au début du projet. C'est quelque chose... Voilà, on en est au stade d'une bourse de création qui a été obtenue. Il devrait y avoir une session de création qui se tiendra en France, une autre qui se tiendra au Québec. Et on verra ce que ça va donner ou ce que ça ne va pas donner. Il faut toujours rester assez prudent avec ce genre de projets qui se font sur plusieurs mois, parfois plusieurs années avant d'être mis à l'affiche. Mais je pense qu'il n'aurait pas pu naître sous de plus belles étoiles que celle qu'il a. Mais oui, c'est un projet qui a un destin. Parlons-en de ce succès incroyable.
En France, notamment, puis on en parlait tout à l'heure avant de monter au Québec, on est souvent dans ce rapport-là où finalement la validation française vient apporter une validation québécoise. Vous l'avez dit, votre livre a été très bien reçu ici, mais il s'est vraiment envolé à partir du moment où il s'est envolé en France aussi. Puis il y a un parallèle à faire avec votre livre parce que ça m'a beaucoup fait rire quand on dit que la mère de Tarek est française de transcendance. Je trouvais c'était une belle expression. Pourquoi comment vous recevez ce rapport-là avec la France? Pourquoi vous pensez? Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous avez réfléchi depuis que cette aventure est lancée? Non, c'est pas forcément quelque chose que j'ai théorisé ou que j'ai essayé de. Mais c'est vrai que. Alors en fait, le livre se vendait très bien au Québec. Mais il se vendait en dessous des radars médiatiques, c'est-à-dire qu'il se vendait bien parce que les libraires étaient là. C'est vraiment les libraires du Québec qui ont fait la vie de ce livre. D'ailleurs, c'est chouette d'avoir les copains, les copines d'Anne-Nora qui sont venus ce soir, mais c'est vraiment les libraires du Québec qui ont fait la vie de ce livre. Parce que, au début, quand les médias n'en parlaient pas ici, que peu de médias en parlaient ici, les libraires étaient là, ils le recommandaient à leurs clients et il y avait une sorte de bouche à oreille qui était assez incroyable et qui faisait que le livre, malgré tout, se vendait très bien. Et c'est d'ailleurs l'abondance des coups de cœur de libraires, parce qu'on avait posé la question à mon éditeur en France, mais comment est-ce que vous avez trouvé ce livre-là, écrit par un inconnu, c'est un premier roman sorti de l'autre côté de l'Atlantique, comment est-ce que vous avez trouvé ce livre-là pour avoir envie de le publier en France ? Et la première réponse qui est venue, c'était de dire, quand on a vu l'abondance de coups de cœur de libraires québécois, on s'est dit, il faut qu'on lise ce truc, on va aimer, on va pas aimer, mais il faut au moins qu'on se fasse une idée dessus. Donc je dois énormément de la vie de ce livre aux libraires d'ici. Et c'est vrai que quand il a commencé à avoir du succès en France, là ça a été une sorte d'emballement ici, parce que d'un coup... il y a eu, je sais pas, peut-être un petit regain de fierté de se dire c'est quoi ce machin-là écrit par un Québécois qui a l'air de marcher là-bas. Bon, on va peut-être le lire pour s'en faire une idée ou en parler. Mais voilà, je dois dire que depuis le début, il avait déjà une belle trajectoire et puis le bouche à oreille faisait énormément de la vie de ce livre. Et ça reste le cas jusqu'à un certain point. Moi, je rigole parfois en disant que la première fois que j'ai enregistré une télé ici, j'en avais déjà enregistré en France, j'en avais déjà enregistré à Monaco, j'en avais déjà enregistré au Maroc, alors que le livre était sorti 8-9 mois plus tôt ici. Et quelque part, je suis content de ça, qu'il ait eu cette vie-là, qui n'était pas une vie médiatique, qui n'était pas une vie fabriquée, qui était quelque chose de très organique, qui s'est fait parce qu'à un moment, les gens, ils lisaient ce livre, ils l'aimaient, ils avaient envie de l'offrir, et puis que parfois des gens m'ont dit moi je l'ai offert à ma mère, mais le problème c'est qu'en ouvrant nos cadeaux on a vu que ma mère aussi me l'avait offert. Et donc je pense que c'est le plus beau des témoignages qu'on peut avoir pour un livre, c'est quand il a réussi à toucher les gens et qu'ils ont envie d'en parler puis de le recommander autour d'eux. Ce qui est fabuleux aussi, c'est que en fait le processus a créé une explosion de traductions. Il y a des traductions dans une quinzaine de langues qui sont en cours. Le livre va être publié au Japon, en République tchèque, en Suède. Est-ce qu'il y a jusqu'à maintenant des commentaires ou des réceptions plus étonnantes que vous avez reçues dans ces processus-là de traduction, d'accueil dans des pays extérieurs à la francophonie? C'est drôle parce que chaque pays le reçoit un petit peu avec ses codes culturels. Là, on parlait de Roméo et Juliette tout à l'heure. Moi, c'est un peu la référence qui me vient systématiquement, mais quand j'étais en Angleterre pour lancer le livre, on ne peut pas parler de Shakespeare comme ça à la légère. Si on le dit, il faut quand même justifier son affirmation. Donc on voyait que c'était quelque chose qui était assez important. En Espagne, j'ai beaucoup de retours sur la dynamique familiale, où j'ai eu beaucoup de personnes en Espagne qui me disaient « Ah, mais c'est drôle parce que la dynamique que tu décris dans ta famille, le Ventil, machin, on retrouve un petit peu les mêmes choses, très teintées par la religion, très teintées par une certaine autorité des mères, etc. » Chaque pays le reçoit un petit peu avec son prisme et ses références. Et c'est très touchant, en fait, quand on voit des gens qui se le réapproprient, puis qu'on se dit, tiens, le petit tour de magie, il a fonctionné, même dans une autre version, même avec d'autres codes culturels, même avec une autre langue.
Moi, j'ai reçu des dessins d'adolescents en Roumanie qu'il avait étudiés à l'école, et puis il y avait des trucs parfois qui me mettaient les larmes aux yeux, parce qu'imaginez un gamin de 15-16 ans dans une petite ville de Roumanie qui dessine, je sais pas, mon Tarek qui enlace Ali devant les pyramides, parce que pour lui, ça se passe en Égypte, donc il y a des pyramides. Et c'est très touchant, en fait, quand ça arrive. Là, il y a 2 semaines, j'ai reçu un colis de jeunes, mais vraiment des très jeunes, des 14-15 ans, pas des quasi-adultes, des tout jeunes qu'il avait étudié en classe et que j'avais rencontrés pendant un festival en France. Et il m'a envoyé un colis rempli de lettres qui avaient été écrites par ces jeunes-là, soit pour me parler de la rencontre qu'on avait eue, soit des lettres écrites par un de mes personnages à un autre personnage. C'est chaud. Ouais, non, c'était vraiment touchant. Soit certains qui avaient écrit le 51e chapitre, parce que le roman fait 50 chapitres, certains avaient écrit le 51e chapitre parce qu'ils voulaient savoir ce qui s'était passé, l'imaginer. Et voilà, quand on reçoit un colis avec des dizaines de lettres comme ça par des gamins qui ont 14-15 ans, ouais, moi j'avais des larmes aux yeux parfois en lisant certains. C'est quelque chose de très touchant. Mais oui, j'en doute pas. Puis le livre va paraître en arabe. Vous allez bientôt en Égypte. Comment vous vous sentez par rapport à ça, à cette traduction-là en particulier? Bien. Ah ouais, c'est forcément une de celles qui a la plus forte charge émotionnelle pour moi, parce que le livre se passe en Égypte, parce que c'est avant tout une grande lettre d'amour à l'Égypte que j'ai voulu écrire, et savoir que cette histoire-là va être traduite dans la langue du pays où elle est censée se dérouler, c'est quelque chose qui est extrêmement touchant pour moi. D'ailleurs, c'est drôle, je ne sais pas si on peut le dire, mais on est entre nous là. Mais le livre... Et 2 caméras et un enregistrement. Oui, bon, on va peut-être pas le dire alors. Non, mais on est en train de réfléchir. Ce serait peut-être le seul endroit au monde, pour l'instant, où le livre ne s'appellerait pas Ce que je sais de toi. Et peut-être qu'il s'appellerait Le Caire Montréal, ce qui m'a un peu perturbé au départ, mais en fait, je trouve que c'est une chouette idée et ça me fait plaisir de me dire qu'on va prendre une partie du Québec et le mettre dans le titre d'un roman qui va être écrit en arabe. Moi, il y a quelque chose d'assez touchant dedans. C'est pour mettre en valeur le lieu qu'on changerait le titre? Je ne sais pas exactement. Je pense que c'est avant tout pour un peu le situer, parce que voilà, un roman traduit en arabe qui se passe en Égypte, c'est bien de pouvoir l'annoncer dès le titre. Je crois qu'il y a un peu ce petit opportunisme-là. Et puis le hasard fait que ça va aussi contenir le mot Montréal. Donc moi, je trouve que c'est assez chouette. Je ne sais pas exactement. Jusqu'à un certain point, ces choses-là appartiennent un peu aux éditeurs. Moi, je me laisse le choix des couvertures, le choix des titres. Bon, il faut quand même que ce soit validé par l'auteur, mais voilà. C'est quand même l'éditeur qui, avant tout, prend le risque, connaît un peu son marché, le marketing local, etc. Donc moi, sur ces sujets-là, je laisse un peu faire. Mais voilà. Et la grande question dont j'imagine que la réponse change chaque jour, comment ce succès-là a changé votre rapport à l'écriture? Alors c'est drôle parce que ça a été en plusieurs étapes. Au tout début, quand je recevais mes premiers commentaires positifs, j'étais surexcité. Je trouvais ça génial, parce que l'espèce de petite émotion là que j'avais imaginée sur mon lit, que j'avais essayé de faire naître en écrivant, je voyais qu'elle avait réussi à prendre, et c'était super enthousiasmant. Puis j'avais pas fini de quitter la personne qui me décrivait son émotion, que j'avais déjà envie de me remettre à écrire. Et puis il y a eu une période où c'était trop, et c'était surtout très déstabilisant, parce que chaque personne me parlait d'une chose différente. Il y avait des gens comme la dame qu'on vient de mentionner, qui me parlait de... Voilà, tout ce qu'elle avait aimé, c'était que le médecin était médecin malgré lui, et puis je me disais, c'est quand même triste, parce que c'est pas le sujet de mon 2e livre, donc ça marchera jamais. Et puis il y avait des personnes qui me parlaient de l'Égypte, et puis il y avait des personnes qui me parlaient de la relation père-fils, et puis il y avait des gens qui me parlait de l'histoire d'amour entre 2 hommes, et à un moment où ça finit par écraser un peu, parce qu'on se dit, en fait, sauf à réécrire exactement le même, on va jamais y arriver, parce que finalement, ce qu'il y a plus dans ce livre, c'est différent chez chaque personne. Et donc, ce truc-là était un peu paralysant.
Parce qu'à chaque fois que je me remettais à écrire, je pensais à la dame qui m'avait dit ci ou ça, et je me disais, oui, mais cette dame-là, ça ne lui plaira pas. Et là, je commence à en sortir un petit peu de cette phase-là de paralysie d'écriture. Et là, on est à quelle phase? Là, on est dans une phase... en fait, le truc un peu perturbant, c'est que j'ai jamais aussi peu écrit dans ma vie que depuis que je suis écrivain. C'est quand même très paradoxal, et c'est quelque chose qui m'a longtemps manqué. Parce que j'adore passer une soirée comme ça avec vous tous. C'est un beau moment, et puis je suis heureux de le faire. Mais moi, la raison pour laquelle j'écrivais de façon très, très innocente, très inconsciente, c'était parce que ça m'amusait d'avoir mes petits amis imaginaires et d'essayer de les faire se rencontrer, puis d'imaginer des situations, d'imaginer des rebondissements, des choses que vous n'auriez pas forcément vues, alors que je vous avais mis quand même pas mal d'indices, quand même. Et donc ça me manquait beaucoup. Et voilà, je retrouve beaucoup le plaisir de réécrire maintenant. Et j'essaye de retrouver aussi la petite inconscience d'écriture, le truc un peu innocent où je me pose pas trop de questions et puis j'y vais avec ce qui me vient. Puis créativement, est-ce que c'est à ça que vous aspirez, une espèce de détachement? C'est quoi vos rêves pour la suite créative, intime, comment dire, de l'acte d'écriture lui-même? J'ai pas vraiment de rêve et très honnêtement, à chaque fois que j'ai essayé d'imaginer quelque chose au sujet de ce livre, j'ai eu faux. C'est autre chose qui s'est passé. À chaque fois que j'ai essayé d'imaginer ce que ça pourrait donner, comment il serait reçu, etc., la réalité a dépassé ou a été très différente de ce que je pouvais imaginer. Donc j'essaye de ne pas trop imaginer ces choses-là et de voir comment elles arrivent. Après, oui, si ça pouvait toucher d'autres personnes, c'est sûr que c'est quand même la chose qui m'intéresse le plus. Je disais, c'est pas un livre militant, c'est pas un livre qui revendique quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des gens qui disent que toute forme d'art est intrinsèquement politique. Moi, mon écriture, elle a rien de politique. Elle a vraiment rien de politique. Et je crois que si l'art devait être intrinsèquement quelque chose, ce serait des émotions, plus que quoi que ce soit d'autre. Si on essaye de regarder la forme la plus pure, le plus petit dénominateur commun de toute forme d'art, en tout cas un art qui fonctionne, c'est l'émotion. Est-ce qu'on arrive à créer des émotions? Et puis ça peut être un panel d'émotions extrêmement large. Donc voilà, ce que j'aimerais, c'est arriver à recréer des émotions et on verra. Sonder des émotions. Vous l'avez un peu dit en filigrane dans cette réponse. À chaque fois que j'ai imaginé quelque chose, c'était pas tout à fait ça qui se passait pour le livre. La rumeur médiatique dit qu'il vous a fallu 15 ans pour écrire ce titre. Justement, est-ce que finalement le résultat final, Ce que je sais de toi, ressemble aux premières versions de Ce que je sais de toi, ou ça s'est beaucoup transformé avec le temps? Alors, oui. Alors, en fait, je me suis rendu compte que c'était même pire, que c'était même plus que 15 ans. Parce que j'ai demandé à mon ex avec qui j'avais passé 14 ans, j'ai dit, mais est-ce qu'avant qu'on se rencontre, je l'écrivais déjà ou c'est... Elle m'a dit oui. Bon, ça, je ne le dirai pas aux journalistes parce que ça va aggraver mon cas, mon improductivité flagrante. Non, mais en même temps, c'est bien, ça nous dit la réalité de ce que c'est l'écriture. Moi, je vous encourage à continuer. Mais oui, mais en fait... On pourrait dire 30 ans. Non, quand même, il faut me laisser une petite marge. En fait, quand je dis ça, les gens m'imaginent comme un moine bénédictin qui traçait sa phrase tous les matins en se levant. C'est pas du tout le cas. Moi, il y avait des années où j'y touchais pas du tout à mon machin. Et puis, il y avait des années où j'y revenais avec beaucoup plus d'intensité parce que j'avais de l'inspiration et parce que ça me... Mais comme j'avais pas d'objectif de publication, je me mettais aucune pression en fait sur les épaules. C'est pas comme si il fallait que je le finisse pour l'envoyer à un éditeur et un jour le publier. C'est vraiment quand j'ai terminé le truc sur lequel je travaillais depuis autant d'années et dont j'avais le plan depuis le début, que je me suis dit tiens, ce serait dommage de pas tenter le truc, d'envoyer comme ça une petite bouteille à la mer. Et donc ces 15 ans, c'est pas 15 années acharnées. Et j'ai oublié la question. À quel point le roman a changé depuis le départ? Oui. Et donc, il n'a pas tant changé que ça parce que c'est pas comme si j'avais travaillé par version itérative. C'est vraiment que j'écrivais dans le désordre. J'avais mon plan, je savais exactement ce que je voulais raconter. Et en fonction de l'inspiration, donc
Prenez des notes, hein, c'est une classe de maître de comment mettre 15 ans à pondre 300 pages, donc prenez des... Et donc j'écrivais vraiment dans le désordre. Les scènes en fonction de ce qui m'inspirait pas, etc. Donc il y a parfois des scènes qui se suivent dans le roman, mais qui ont 15 ans d'écart, et parfois celle qui précède l'autre a été écrite 15 ans après la suivante. Et donc c'était pas des versions itératives, c'était vraiment des petits bouts. Alors bien sûr, ce qui évolue beaucoup en 15 ans, c'est l'écriture. On n'écrit pas pareil au début de sa vingtaine et à l'approche de la quarantaine. Et ça, il a fallu faire quand même un travail de réécriture pour essayer d'harmoniser un peu le style. Je pense qu'on se débarrasse aussi de beaucoup de choses. Hein. Peut-être que quand on est jeune, on essaye de prouver des choses, d'utiliser des mots un peu ronflants, des choses comme ça. Puis, avec le temps, on essaye de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus épuré. Donc, sur ce thème-là, il y a eu un peu de retravail. Mais pour le reste, non, il n'y a pas eu tellement de modifications. Et les personnages ont fait à peu près ce qui était prévu dans mon plan depuis le départ. Ouais. Donc, vous êtes très méthodique quand même. Oui. Moi, le plan, c'est super important. J'ai besoin d'avoir un plan qui est... Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que mon éditrice, que je sais que nous partageons en plus, mon éditrice m'avait demandé un jour, est-ce que tu es de ces auteurs qui écrivent comme ça, là, au fil de la plume, et chaque chapitre emmène le suivant ? Ou est-ce que tu es de ces auteurs plus méthodiques qui ont besoin d'avoir un peu... J'avais dit non, le plan c'est super important et tout. Elle m'avait dit on est dans la même équipe, toi et moi. Et un jour elle est venue manger à la maison, après que le livre soit sorti et bien après. Et elle me dit mais ton plan, tu me parles toujours de ton plan, tu pourrais pas me le montrer ? Et je lui ai sorti mon gros fichier Excel. Elle m'a dit non, on n'est pas dans la même équipe, toi et moi. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose de très structuré, de savoir chapitre par chapitre quels sont les personnages en présence, les informations qu'ils s'échangent, le type d'émotion que le lecteur ou la lectrice va ressentir, les choses qui, à mon avis, pourraient lui donner envie de tourner la page. C'est très important, puis c'est très rassurant aussi pour moi. J'ai jamais étudié la littérature, enfin pas après les cours de français du cégep, donc je savais pas trop comment m'y prendre. Et avoir cette espèce de béquille-là, c'était quelque chose qui... Voilà, je savais ce que je voulais raconter, j'avais mon histoire en tête, je savais que dans ma tête, elle était belle, je ne savais pas si j'arriverais à la rendre belle par l'écrit, mais en tout cas, moi, quand je l'imaginais, elle était belle. Et j'avais juste envie d'essayer de la structurer, puis de me rassurer avec une certaine méthodologie pour essayer d'avoir quelque chose qui me guiderait. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a des moments d'une vie où il y a des moments où on a de l'inspiration comme ça, c'est bien le feu qui vient du ciel, c'est merveilleux, on écrit, ça vient tout seul. Mais il y a plein de moments où on ne sait vraiment pas par quel bout le prendre. La fameuse scène du mariage dont on parlait tantôt, typiquement, je savais qu'elle était là, mais jusqu'à ce que je trouve la manière de la raconter, je ne savais pas comment faire. Et quand on ne sait pas, je pense que c'est beaucoup plus facile, quand on sait quoi raconter, de trouver comment le raconter. Plutôt que se dire, là, mes personnages ont fait ça, qu'est-ce qui se passe ? Donc, ouais, le plan, c'était un truc très rassurant pour moi. Combien d'années pour faire le plan ? Non, c'est pas vrai. Pas de temps, mais beaucoup de travail quand même. Ben oui, j'imagine. C'est vraiment... Moi, je sais que ma tante m'avait dit mais toi, c'est normal que tu publies un truc, tu as toujours été très artiste, etc. Et en fait, je trouve que ma manière d'exercer l'écriture est beaucoup plus proche de celle d'un architecte, par exemple, que de la technique d'un chanteur ou d'un peintre. Un architecte, il a besoin d'avoir quelque chose... un beau bâtiment comme celui-ci, il est magnifique vu de l'extérieur, mais il n'existe que parce qu'il a des fondations solides, que parce que la structure est là et parce qu'elle a été pensée par des architectes. Et donc avant qu'on ait l'enrobage et puis l'envie de pouvoir prendre des photos devant le bâtiment, il faut qu'il y ait quand même un travail d'échafaudage qui soit fait. Et moi, ma manière d'écrire, je sais que c'est pas forcément celle de tout le monde, mais la mienne est vraiment très... j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir cette structure-là. Une forme de résolution de problème jusqu'à un certain point. Vous étiez porte-parole de la nuit de la lecture récemment. Vous disiez, vous l'avez redit, ne pas être un très grand lecteur, mais quand même, si on a aimé lire du Éric Chacour, comment remonter le fil des livres qui l'ont marqué? Qu'est-ce qui...
Qu'est-ce qui vous a marqué comme écrivain, comme livre? Alors, j'ai accepté le poste de porte-parole parce que je leur ai dit, je vais déculpabiliser tout le monde. Moi qui ai passé des années de ma vie où je ne lisais pas un livre, je pense que j'ai déculpabilisé les gens en essayant de les amener vers la lecture parce que c'est une sorte de plaisir que j'ai l'impression de redécouvrir chaque fois. Alors je lis plus depuis 2 ans parce que forcément j'ai beaucoup de discussions croisées, de rencontres avec d'autres auteurs sur des plateaux télé ou dans des radios ou dans des salons du livre. Donc j'essaye de lire un peu leurs œuvres parce que souvent quand on fait une belle rencontre humaine, on a envie de savoir qui est derrière. Mais la vérité, c'est que oui, je ne suis pas le plus grand des lecteurs. Après, il y a des livres qui m'ont marqué comme tout le monde. Moi, j'adore le théâtre de Michel-Marc Bouchard. Alors, c'est du théâtre, mais il fait partie de ces personnes qui m'ont donné envie d'écrire, avec à la fois une énorme intelligence au niveau des dialogues, de la manière de construire une idée, et puis quelque chose dans la construction, hein, on revient sur l'aspect construction, qui ressemble vraiment à de l'horlogerie suisse. Hein, on est sur un truc très très précis qui est géré au quart de tour. Romain Gary, La promesse de l'aube, je pense que c'est peut-être mon roman préféré. Et il y a peut-être un peu de la mère de mon personnage principal que vous décriviez. Il y a peut-être un peu de la mère de Romain Gary dans La promesse de l'aube. Dans son côté totalement épris de la France et un peu extravagante et en même temps femme très forte. Et un livre que j'aime beaucoup et qui ressemble un petit peu au genre de choses que j'aime ou que j'ai envie d'écrire, c'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, qui est il est décédé depuis quelques années, mais qui était un auteur espagnol, barcelonais, qui écrivait beaucoup sur Barcelone. Et c'est le genre de roman un petit peu... Voilà, où il y a le genre de roman que j'aurais aimé lire quand j'étais adolescent, en fait. Je pense que quand j'écris, j'ai toujours envie de plaire à l'adolescent que j'étais. Et des romans qui ont une certaine douceur aussi. C'est drôle parce que c'est beaucoup quelque chose qu'on dit de votre livre, puis je sais pas, dans La promesse de l'aube, dans L'ombre du vent, il y a quelque chose d'enveloppant aussi. J'arrive pas à mettre le mot sur l'adjectif, mais il y a quelque chose là-dedans, qui rejoint ce que vous faites. Oui, c'est vrai que si on demandait à une intelligence artificielle de résumer mon livre, je pense que ce serait très sinistre. On aurait vraiment l'impression qu'il se passe une suite de drames et que voilà. Alors que je pense avoir écrit un roman qui était quand même assez... Enfin, en tout cas, moi, je voulais qu'il y ait de la tendresse, je voulais qu'il y ait une certaine douceur dans ce roman-là. Et un jour, c'est justement une libraire de Québec, Marie-Hélène Vaugeois, là, de la librairie Vaugeois, qui m'a dit, dans les allées du Salon du Livre de Québec, « Oh, votre roman, je l'ai tellement aimé, j'avais envie de le serrer contre moi tout fort. » Et j'adore cette manière de parler d'un livre parce que je pense que je ne l'aurais jamais formulé de cette manière-là. Mais écrire un livre que les gens ont envie de serrer contre eux, c'est quelque chose qui rejoint un petit peu ma démarche d'écriture, je pense. Ah, c'est un beau projet littéraire. Écrire chouette, hein? Des livres que les gens serrent contre eux. C'est pas le plus glorieux ni le plus ambitieux, mais il me plaît bien ce projet-là. Ben, c'est si important dans le monde dans lequel on vit. Je pense qu'on en a besoin. Il nous reste quelques minutes, peut-être. D'autres recommandations de lecture? Qu'est-ce qui est sur votre table de chevet en ce moment ou qui vous excite comme lecture en ce moment? Alors, en ce moment, sur ma table de chevet, donc, je vous ai dit que je n'étais pas un très grand lecteur. Et il y a un truc qui me donne vraiment des crises de panique. Oui. Je me suis retrouvé, sans vraiment avoir candidaté à la chose, je me suis retrouvé juré du prix des 5 continents de la francophonie, qui est un merveilleux prix que j'ai eu la chance incroyable de gagner. C'est un très beau prix parce que c'est un prix qui est remis par l'Organisation de la francophonie et qui nous fait voyager sur plusieurs continents à travers un certain nombre de festivals dont ils sont partenaires. Donc ils sont partenaires de festivals qui se trouvent au Maroc, qui se trouvent au Liban, qui se trouvent en France, qui se trouvent en Belgique, etc. Et donc c'est vraiment en Roumanie, c'est vraiment un prix qui fait beaucoup voyager le lauréat. Et je me suis retrouvé membre du jury de ce prix-là. Donc là, j'ai une dizaine de livres que je dois lire dans les prochaines semaines. Alors j'en suis à 4 sur 10. Je vous invite à regarder la liste parce que c'est vraiment un beau prix et c'est un prix, alors déjà c'est un prix qui a été remis 2 années de suite à des auteurs québécois, donc on peut s'en réjouir et c'est vraiment un prix
très chouette parce que c'est un prix qui essaye de valoriser la littérature francophone partout dans le monde. Donc, c'est pas un prix franco-français comme on en a beaucoup, c'est pas un prix simplement pour des livres québécois, c'est un prix qui va chercher des titres en Haïti, qui va chercher des titres en Afrique francophone, qui va chercher des titres en Asie francophone. Et voilà, si vous cherchez un peu des idées de lecture, je pense que moi je suis en train d'en lire quelques-uns qui me plaisent bien. Il y a vraiment matière à trouver des belles recommandations. Mais alors je peux pas vous donner une recommandation parce que évidemment tout le monde écoute les balados de la Maison de la littérature de Québec. Donc, tous les candidats au prix des 5 continents essaieraient d'avoir un indice et je me refuse, Christiane, à en donner le moindre ce soir. Mais allez sur le site et regardez la liste des 10 titres. Il y a vraiment des très, très belles choses. Merci beaucoup, Éric, pour cet entretien. Merci Christiane.